Donc, bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous RH. Aujourd'hui, on va parler de gestion de la diversité en entreprise. C'est la plateforme MoveJob qui organise l'événement. Donc, pour ceux qui connaissent une plateforme innovante de recrutement international. Et aujourd'hui, donc, je suis en compagnie de Philippe, notre expert en recrutement que vous avez déjà l'habitude de voir un petit peu avec nous, qui est aussi formateur pour Patrimoine RH. Et aujourd'hui, il va poser pas mal de questions à notre invitée du jour, donc Corinne. Tout de suite, sans plus tarder, on lance les débats. Merci beaucoup Alicia, bonjour Corinne. Bonjour Philippe, bonjour Alicia, merci pour l'invitation. Alors Corinne, je suis très très heureux de rééchanger avec toi. La dernière fois qu'on a échangé, c'était avant la Covid, ça passe, ça passe. Et donc je vais te présenter rapidement Corinne. Donc Corinne, tu es la fondatrice de l'entreprise Interculturel Service Conseil. Ça fait à peu près une douzaine d'années que tu es en affaires dans ce domaine-là. Pour le métier des infirmières et des médecins, c'est qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être capable de venir ici. Et chose qui peut paraître particulière ou on va dire étrange, c'est qu'au Québec, on cherche énormément d'infirmiers, d'infirmières et de médecins. Et sur la plateforme MoveJob, je pense qu'on a 2 ou 3 médecins qui sont inscrits. On dit toujours où est-ce qu'ils sont les médecins, on en a quelques-uns, puis des infirmiers, des infirmières, mais souvent ce qui pose un frein justement à cette immigration, c'est les reconnaissances selon les pays dans lesquels on vient. Alors, Corinne, sans tarder, je vais commencer à te poser la question qui brûle les lèvres. C'est depuis plusieurs années, le Québec vit une vraie pénurie de main-d'œuvre. On sait que ça va perdurer. Les gens qui regardent la démographie disent qu'on en a pour une dizaine d'années. Donc, pendant 10 ans, les entreprises vont être obligées de se réadapter et surtout de repenser leurs pratiques de recrutement et de s'ouvrir à l'international. Donc, toi qui aujourd'hui accompagnes des entreprises depuis des années, qu'est-ce que tu as observé dans l'intégration de cette diversité au sein des entreprises? Les entreprises aujourd'hui, elles font face à quels défis par rapport à ces gens qui arrivent d'un peu partout dans le monde? Ben, écoute, il y a deux choses. C'est sûr qu'on va parler de personnes immigrantes. Là, on parle spécifiquement aujourd'hui, si je comprends bien, de travailleurs étrangers temporaires. Exact. Les entreprises, quand elles veulent faire du recrutement international, il faut prendre en compte les délais. Les délais, c'est à partir du moment où on sait qu'on a recruté quelqu'un qui va arriver dans notre entreprise, on a plusieurs mois avant d'accueillir cette personne-là ou ce groupe de personnes ou cette famille-là. Donc, ce que font les entreprises, ce qu'elles ont appris en tout cas à faire ces dernières années, c'est de préparer les équipes pendant ce délai-là parce que c'est vraiment important de préparer les équipes qui se disent pourquoi on va accueillir, par exemple, 40 nouveaux employés qui arrivent des Philippines ou de Madagascar, par exemple. Donc, d'expliquer, c'est tout un défi, ça, pour les entreprises, d'expliquer pourquoi on va faire du recrutement international. Expliquer aux employés qui sont là et créer des dynamiques aussi pour préparer l'intégration. Il faut impliquer les employés pour préparer l'intégration des nouveaux qui vont arriver dans quelques semaines, dans quelques mois. Et ça, les entreprises que j'accompagne, que j'ai vues ces dernières années, ont mis en place tout un tas de choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, c'est des choses que je peux partager, peut-être, Philippe. Ah oui, oui, on a envie de savoir. Donc, si on parle, déjà, quand elles font du recrutement, elles s'assurent dans leurs offres d'emploi, puis ça, je pense que tu le sais mieux que moi, d'utiliser les bons termes du poste demandé. Tu sais, si tu veux recruter un préposé aux bénéficiaires, ben, tu n'utiliseras pas forcément cette nomenclature-là quand tu vas aller recruter en France ou dans d'autres pays parce que ce n'est pas le même terme. Donc, travailler quand même tous les termes techniques aussi dans les offres d'emploi. Une fois qu'on a recruté les personnes, les travailleurs étrangers temporaires en fonction des programmes qui existent aussi, en fonction des secteurs d'activité ou des domaines d'activité, eh bien, elles préparent certaines, j'ai vu, des lexiques. Je trouve ça super intéressant. J'étais dernièrement dans le manufacturier, dans plusieurs domaines. Et ce que les entreprises font avec ces lexiques-là, c'est qu'elles prennent des photos, soit de la machinerie, soit des outils. Et en dessous de ces photos-là, elles écrivent le nom
générique le nom officiel de l'outil ou de la machine. Et à côté, elles vont noter le nom qui est utilisé dans l'industrie et parfois le nom qui est utilisé dans l'usine elle-même, parce que les termes peuvent différer entre celui qu'on utilise sur la boîte de l'outil, celui qui est utilisé dans l'industrie et puis celui qui est vraiment le terme utilisé dans l'usine. Et elles envoient ça aux équipes qui vont arriver, donc que ce soit des équipes qui sont à Madagascar, à l'île Maurice, aux Philippines, pour savoir quels termes ces personnes-là utilisent de leur côté. Donc, ça permet un échange dans les 2 langues ou 3 langues, parce que il y a aussi une chose importante, c'est le français. Quand on arrive au Québec, là, on se dit comme travailleur étranger temporaire, « Ah, ben moi, j'arrive de France, ça va être la même langue, je ne vais pas avoir de difficultés. » Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Quand on arrive de pays francophones ou d'îles qui sont francophones, c'est sûr que les termes ne sont pas les mêmes. Donc, ça permet aussi d'avoir cette discussion sur le français qui n'est pas le même et sur le québécois qu'il va falloir apprendre. Donc, ces lexiques sont vraiment intéressants. Et puis, je dirais aussi, les défis, c'est de ne pas perdre contact avec les travailleurs étrangers temporaires pendant ces délais-là d'obtention des permis et puis d'arrivée de ces gens-là, parce que si on perd contact, peut-être que la personne va aussi perdre confiance de son côté de l'océan. Donc, c'est garder contact avec les employés qu'on attend. Et puis, peut-être aussi des entreprises, comme j'ai vu là, encore un truc que certaines font, c'est créer des groupes. Groupe Facebook, groupe WhatsApp, en tout cas un groupe sur lequel on peut échanger et tout le monde peut discuter, peut échanger. Les équipes qui vont accueillir les nouveaux travailleurs et les travailleurs en devenir qui ont des questions à poser, par exemple. Donc, tu sais, ça a l'air aussi bête que on utilise le métrique ou on utilise l'impérial dans votre pays d'origine. Parce qu'ici, on utilise un peu l'impérial et un peu le métrique. Donc, c'est vraiment toutes ces petites questions techniques du quotidien qui sont des défis si on ne les prépare pas, alors que si on les prépare, ça fait une arrivée en douceur pour tout le monde. Et sincèrement, d'impliquer les équipes d'accueil pendant l'attente de ces travailleurs et de permettre à ces travailleurs d'avoir des premiers échanges finalement avec leurs futurs collègues, c'est vraiment intéressant parce que quand ils arrivent, ils se sentent déjà un peu intégrés dans l'organisation. C'est sûr que Corinne, il y a plusieurs défis. Il y a le défi de la langue, tu l'as dit. Donc déjà, les gens qui arrivent et qui ne parlent pas la même langue, c'est un peu plus complexe. Il y a ceux qui pensent qu'ils parlent la même langue, mais en fait vont se rendre compte que des fois, les mots, les définitions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises que tu accompagnes, premièrement, c'est quoi le pourcentage d'entreprises qui recrutent à l'international versus celles qui vont faire un programme d'intégration? Est-ce que tu as une idée de ça? Non, je n'ai pas une idée. Les entreprises que j'ai rencontrées, puis dans les études qu'on avait réalisées avec des professeurs à l'université sur l'intégration des personnes immigrantes, que ce soit des travailleurs étrangers temporaires ou des immigrants qui sont déjà sur le sol québécois, on s'attendait à ce qu'il y ait des processus formalisés, très structurés dans les organisations, puis on s'est rendu compte que non, pas tant que ça, et que c'était pas mal au cas par cas. Puis il y a des entreprises qui apprennent. Tu vois, là, actuellement, j'ai travaillé avec la Fédération des chambres de commerce qui fait des cellules d'information et de formation. Certaines entreprises nous partageaient qu'elles avaient fait des apprentissages quand elles accueillent des travailleurs étrangers temporaires. La première expérience pour une de ces entreprises, ça a été on les accompagne. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces travailleurs étrangers quand ils arrivent. Et finalement, elle a eu tendance à faire à la place d'eux. Et au bout de 2 ans, les travailleurs étrangers n'étaient pas autonomes du tout. À chaque fois qu'il y avait quelque chose d'administratif à faire, une demande particulière, c'était toujours est-ce que à la direction des ressources humaines, on peut nous aider, on peut faire pour nous. Donc, c'était comme un engrenage dans lequel elles étaient rentrées. Pour le deuxième groupe qui est arrivé 2 ans plus tard, ça a été très différent. Il y a eu vraiment, on les a accompagnés, mais on leur a appris à devenir autonomes. Donc, c'est ça aussi qui peut être
sais, pour les entreprises, c'est pas évident là, d'accueillir des travailleurs étrangers temporaires. Ça a pris longtemps avant qu'ils arrivent. C'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc, elles veulent les garder, les travailleurs. Elles veulent faire en sorte que ces gens-là soient fidélisés. Donc, il y a un équilibre à trouver entre on fait tout à leur place, puis on les intègre en leur donnant de l'autonomie. Alors, une entreprise qui t'appelle pour la première fois, elle t'appelle, elle te dit, Corinne, on va accueillir dans 3 mois, si c'est des jeunes pros ou n'importe, ou dans 6 mois, dans un an, d'autres professionnels. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par quoi on commence? Et qu'est-ce que tu leur dis à ce moment-là? Généralement, elles m'appellent parce qu'elles veulent former les équipes pour bien accueillir leurs travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est de la formation sur les différences culturelles, donc apprendre à faire, à connaître, à savoir quelles sont les différences culturelles, tout en évitant la généralisation. Tu sais, j'aime pas trop mettre les gens dans les cases, moi, donc on va pas généraliser en disant tous les Tunisiens sont comme ça ou tous les Malgaches sont comme ça, mais ça donne une petite idée et puis travailler beaucoup la communication interculturelle. Comment on interagit avec nos collègues issus de la diversité, dans quel contexte de communication ils évoluent, est-ce qu'on doit avoir une communication directe, indirecte, comment on fait les évaluations annuelles, comment on fait les rétroactions, comment s'assurer que les consignes sont bien comprises, surtout quand on ne parle pas la même langue. Donc, c'est beaucoup là-dessus que je travaille avec les équipes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, créer une dynamique pour faire en sorte que les équipes d'accueil soient prêtes et soient impliquées aussi dans l'accueil des nouveaux travailleurs. La taille des entreprises que tu accompagnes aujourd'hui, c'est quoi? C'est des petites, des moyennes entreprises, des grosses organisations? Est-ce que toutes les tailles d'entreprises mettent la même énergie ou la même préparation? Non, tu sais, des fois, nécessité fait loi. Hein? Donc, il y a certaines entreprises qui ont appris qu'il fallait s'occuper de l'intégration, qu'il fallait préparer l'arrivée des nouveaux travailleurs parce que une première expérience, ça ne s'est pas très, très bien passé. Puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est quand on fait du recrutement international, je pense, s'assurer du projet professionnel et personnel du travailleur qu'on veut accueillir. S'assurer que le travailleur qu'on va accueillir, qui vienne avec sa famille ou qui vienne tout seul, il sache où est-ce qu'il va arriver, quel est le contexte et quel est l'environnement dans lequel il va évoluer quand il va arriver au Québec. S'il arrive à Montréal, c'est pas la même chose que s'il arrive à Saint-Georges-de-Beauce ou à Rimouski. Donc, c'est de bien aussi informer le futur travailleur dans quelle région et dans quel contexte il va évoluer et qu'est-ce qu'il y a comme après le travail. Parce que le travail, c'est une chose, là, mais à 5 heures, quand le travail est terminé, ben, il y a une vie. Alors, c'est qu'est-ce qui l'attend? Donc, de bien s'assurer aussi que la personne, elle a compris ce qui l'attendait. Et est-ce que c'est... Oui, vas-y. Donc, je voulais dire, les entreprises, c'est sûr qu'en fonction de la structure de l'entreprise, ben, la préparation ne va pas être la même. On s'entend qu'une entreprise qui n'a pas de service de ressources humaines va pas forcément préparer l'arrivée de travailleurs étrangers temporaires de la même façon qu'une grosse structure qui a 300, 400 personnes et puis qui a déjà 10 personnes aux ressources humaines ou qui fait du recrutement international depuis 10 ans. Ok. Et est-ce que ces entreprises te demandent, par exemple, de contacter les candidats avant leur arrivée pour les préparer eux aussi de leur côté? Parce que, bien sûr, on prépare les équipes, mais il y a aussi le candidat ou la candidate. Ouais. Moi, je ne travaille pas avec les personnes immigrantes, je travaille avec les entreprises, mais je leur suggère très, très fortement de commencer l'intégration avant l'arrivée. Donc, d'établir des canaux de communication, c'est super important d'établir un canal de communication rapidement avec les travailleurs étrangers temporaires, régulièrement, de leur envoyer de la documentation, de répondre à leurs questions, de s'assurer que tout est bien préparé en amont aussi de leur côté, puis de les tenir informés des délais puis de toutes les démarches administratives que l'entreprise est en train de faire pour pouvoir faire en sorte que les travailleurs arrivent le plus rapidement possible. S'assurer que tout va bien de leur côté. Est-ce que vous avez réussi à préparer votre départ? Est-ce que les enfants sont prêts? Est-ce qu'il faut préparer quelque chose en arrivant par rapport aux enfants si vous arrivez avec les enfants? Donc, c'est ça aussi, quand on arrive avec une famille, c'est pas la même chose que quand on arrive seul.
Alors, je sais que tu es un peu comme chez Patrimoine RH, t'aimes faire jouer les gens parce que je pense que par le jeu, on fait passer plein de messages et puis on se rappelle beaucoup plus des choses qu'on fait par le jeu. C'est quoi le type d'activité que tu fais quand tu sensibilises les employés d'une organisation à l'arrivée de nouvelles personnes? Donne-nous des exemples concrets de ce que tu vas faire pour les emmener à s'ouvrir à la diversité. Ben, c'est sûr que je fais jouer les gens aux cartes, mais je ne dirais pas tous les trucs parce qu'il y a des prises de conscience à faire avec ces jeux-là. Donc, Je je me vais pas rappelle du jeu de dévoiler cartes. je vais pas dévoiler le punch, mais oui, on joue aux cartes. Quand j'arrive, je sors, je mets sur la table tous mes jeux de cartes, puis je fais jouer aussi avec des jeux de construction en bois. Donc, je mets tout ça sur la table, donc les gens me regardent d'un air bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire? On est là pour faire de la gestion de la diversité. Elle nous amène des petits bouts de bois pour faire des constructions. Mais c'est pour travailler la communication. Donc, c'est des prises de conscience en faisant des activités dans un environnement protégé. Là, c'est pas, on a le droit de faire des erreurs et puis c'est le moment de faire des erreurs. C'est le moment de faire des apprentissages. Et c'est des prises de conscience sur notre communication. Donc, de s'assurer que la communication, elle est claire, on s'adapte aux personnes qu'on a avec nous, de comprendre aussi que quand on a des personnes qui ne maîtrisent pas le français, par exemple, eh bien, comment on adapte sa communication à ces personnes-là, et puis comment ces personnes-là vont réagir quand on parle trop vite, quand on a un accent très, très prononcé. Parce que les personnes immigrantes ont appris le français ou sont francophones d'origine, mais peuvent être parfois surprises par le débit en québécois ou la façon de parler québécoise, les expressions québécoises. Donc, il y a des mots en français qui existent en québécois, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Puis, au quotidien, hein, juste dans tout le matériel de bureau, on a plein d'exemples comme ça. Donc, l'incompréhension peut arriver rapidement. Donc, avec ces jeux-là, ben, on s'assure que de chaque côté. Puis j'aime ça, tu disais tout à l'heure, on prépare les équipes de travail. Moi, j'aime ça quand j'ai les équipes de travail dans les ateliers et les personnes immigrantes. Parce que là, ça permet d'avoir des grosses discussions vraiment très intéressantes quand j'amène un sujet sur les diversités culturelles et puis je vais chercher les personnes immigrantes. Est-ce que c'est comme ça dans votre pays? Oui, non. Oui, puis là, on a des exemples. Tu sais, c'est des exemples des vrais exemples de personnes qui disent comment ça se passe. Donc, c'est encore plus intéressant que ce que je peux dire, moi, qui sort des études ou des théories. Là. C'est sûr, Alicia, je vais te laisser si tu as des questions, mais je rebondis à ce que tu dis. Moi, quand je suis arrivé au Québec il y a quelques années de ça, là, je dis à une de mes collaboratrices, est-ce que tu pourrais m'amener le classeur? Et elle me dit, bah, si on y va à 3 ou 4, je devrais y arriver, mais tout seul, j'y arriverai pas. Parce que le classeur, c'est le meuble et non pas le classeur en soi. Donc, oui, c'est des bonnes choses. Qui, en québécois, se dit cahier à anneaux. Exact, en plus, oui, c'est ça. Alicia, est-ce que toi, tu avais des questions? Oui, bah, du coup, Corinne, tu as déjà à peu près répondu parce que c'est vrai que je me demandais pendant ces ateliers, donc quels participants en fait on avait. Donc, du coup, on a l'équipe. Est-ce qu'on a aussi des fois des dirigeants peut-être qui participent aux ateliers, enfin, qui... Oui, ben, ça dépend ça dépend de la relation qu'il y a entre les gestionnaires, les dirigeants et puis les personnes qui viennent aux formations, mais j'ai généralement les personnes des ressources humaines, quelquefois les dirigeants et puis superviseurs, chefs d'équipe. Je travaille beaucoup dans le manufacturier, vous l'aurez compris, mais mais, mais par exemple, là, pour une autre entreprise où c'est plus dans les TI, ça va être juste les gestionnaires ou une vice-présidence avec tous les gestionnaires de la vice-présidence. Donc, c'est très, très différent. Là, c'est vraiment en fonction de ce dont les entreprises ont besoin. Ce qui m'est arrivé de faire ces 2 dernières années, de plus en plus, c'était avec la COVID, on a dû mettre les formations en ligne, hein, comme chez Patrimoine RH, j'imagine. Et ce que j'ai fait, c'est que je préparais des capsules aussi. Donc là, maintenant que j'ai recommencé les formations en présence, je vais former les gestionnaires, former les superviseurs, les chefs d'équipe, mais pour tous les employés, pour que tout le monde puisse avoir de l'information de base aussi, je prépare des capsules vidéo. Donc, je fais un condensé de ce qui se donne en 8 heures, en quelques capsules.
Puis comme ça permet d'avoir aussi aux entreprises d'avoir quelque chose qui reste pour tous les nouveaux employés. Parce que ça va faire en sorte que quand les employés vont arriver, même les personnes immigrantes, elles vont pouvoir avoir cette base de connaissances en diversité culturelle et en communication interculturelle. Corinne, moi je reviens avec la question d'Alicia. C'est sûr que s'il y a quelque chose sur lequel moi j'insiste, puis je parle de recrutement, mais c'est aussi pour toi, j'imagine, c'est important que la direction soit présente parce que c'est quand même eux qui sont les moteurs dire, si la direction s'intéresse pas plus que ça à l'intégration culturelle, il est fort probable que tous les autres niveaux s'y intéressent pas plus non plus. Je veux dire, on dit que montrer l'exemple ne se délègue pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Moi, je pense que la direction et les gestionnaires doivent être présents aux formations. Puis, c'est drôle que tu dis ça parce qu'en ce moment, moi, je travaille sur des projets en équité, diversité, inclusion, en EDI. Et c'est ce qu'on dit, l'EDI, c'est l'affaire de tous et de toutes. C'est pas juste les gens des ressources humaines qui sont concernés. Puis en intégration des personnes immigrantes, c'est pas juste les personnes des ressources humaines qui sont concernées. C'est la direction aussi qui doit donner l'élan dans l'intégration. Si la direction donne l'exemple et donne l'élan de l'intégration, puis c'est pour ça que je disais tout à l'heure, faut expliquer pourquoi on embauche des travailleurs étrangers temporaires, et puis ça, c'est la direction qui le fait. Faut vraiment jouer carte sur table, surtout quand on est dans des milieux syndiqués, parce que là, il y a parfois des freins à l'embauche de personnes immigrantes. Alors moi, il y a quelque chose, depuis le début, je me dis, il faut que je lui pose cette question-là. Aujourd'hui, on a un nouveau défi qui, depuis 2 ans, s'est imposé à nous, mais surtout à l'intégration, c'est qu'on porte des masques. Comment ça se passe? Parce qu'avant, même si on ne parle pas la même langue qu'une personne qui vient d'arriver d'un autre pays, selon la face qu'il fait, bah, on voit s'il comprend pas, le non-verbal va parler. Mais là, en plus, on a intégré des gens à distance, dans certains cas, et en plus, on intègre dans les usines, parce que tu parlais du secteur manufacturier que je connais bien aussi, avec des masques. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un défi complémentaire à l'intégration? Clairement. C'est un gros défi, surtout quand les entreprises embauchent des personnes qui ne sont pas francophones. C'est un énorme défi parce que je parlais tout à l'heure du québécois qui n'est pas du français. Les termes qui sont utilisés dans les organisations ne sont pas forcément les termes techniques qui sont utilisés par les personnes immigrantes. Et quand en plus, on ne voit pas le visage de la personne et que les mots sont, comment on dit, on entend mal avec un masque en plus. Il y a la barrière du masque. Exact. Donc, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc, il y en a qui parlent plus fort. Parce que quand on est dans une usine, on a le bruit des machines, on a les masques qui empêchent de parler correctement et puis d'entendre correctement, et on a le défi parfois de s'adresser à des personnes qui ne sont pas francophones. Donc, en amont, il y a des entreprises qui essayent de mettre en place des techniques. Alors, ça va être d'être dans une salle de réunion où on est à la bonne distance et on peut enlever les masques. Et là, on va pouvoir s'exprimer. Ou alors, si on veut donner des consignes, si on veut faire expliquer les tâches à accomplir, à ce moment-là, en amont, on a préparé des vidéos, par exemple, où on voit toute la séquence de tâches à réaliser pour accomplir le travail. Et là, on va pouvoir l'expliquer en même temps que montrer la vidéo. Au moins, on le voit. Donc, c'est une aide, c'est comme une béquille pour certaines entreprises. Puis Corinne, tu parles de gens qui arrivent de l'extérieur, mais il y a 2 semaines de ça, j'étais dans une entreprise de Beauce, à manufacturière, qui n'était pas une entreprise très bruyante, mais assez quand même, parce qu'il y a des machines. Le masque, puis tu t'as oublié de dire quelque chose, mais on a souvent dans les usines des bouchons dans les oreilles. Oui, c'est vrai. Tu mets le masque, les bouchons dans les oreilles, et ben même si tu parles la même langue, c'est super compliqué. Il y a des fois, la directrice de l'usine qui m'expliquait comment ça fonctionnait, et des fois, je n'ai rien compris. Donc, j'imagine comment ça doit être un défi. Est-ce que je sais que c'est des fois un peu tabou de dire ça, mais est-ce que tu vois des gens en usine qui se désengagent de l'intégration des nouveaux parce qu'ils trouvent que c'était trop compliqué, c'est trop lourd, puis qu'en plus, ils ont déjà leur travail à faire, s'ils doivent passer trop de temps. Est-ce que ça arrive, ça? Je les vois pas évoluer, moi, une fois que les travailleurs étrangers temporaires sont arrivés. Parce que moi, je fais la formation,
Je visite les usines, j'adore ça. Mais tu sais, je fais des évaluations à 3 mois, 6 mois pour savoir si les formations ont porté fruit, si ça a aidé les personnes qui ont suivi les formations pour comprendre leurs nouveaux collègues ou pour mieux les accueillir. Mais je vois pas ça. S'il y a des désengagements, je le vois pas. Ce que je peux te dire, c'est que il y a des études qui ont été réalisées, puis c'est pas forcément du désengagement, mais ça se voit au niveau du recrutement, où là, on se dit, ah ben là, un tel, il a un nom à consonance arabe ou à consonance latino, ou ça va être compliqué, on va pas l'embaucher, on va pas le recevoir en entrevue. Donc ça, c'est documenté. Il y a des études qui ont été réalisées à Québec et à Montréal. Ouais, malheureusement, c'est une réalité. Puis des fois aussi la méconnaissance, hein, parce qu'on a tous un jour Oui, une entreprise qui a recruté quelqu'un, ça s'est pas bien passé avec cette personne-là. Donc là, on dit que cette personne-là, mais surtout son origine, ça se passe pas bien. Puis là, c'est comme une sorte de traînée de poudre. Et on dit qu'avec tous ces gens-là, ça se passe pas bien. Mais ça arrive aussi de dire que ce soit avec un Québécois, est-ce que ça se passe toujours bien? Non, ça se passe pas toujours bien. Et pourtant, on n'arrête pas d'en recruter. Donc, c'est important qu'on souligne ça. oui, puis je te dirais, moi, j'assiste beaucoup dans les formations sur deux choses. On généralise pas, donc on met pas les gens dans une case en fonction de leur origine nationale. Et il faut pas confondre un trait culturel et un trait de caractère. C'est bien important de pas tout mettre sur le dos de la culture. Parce que il y a des traits de personnalité, tu peux être québécois, tu peux être français, tu peux être tunisien, tu peux être malgache, tu peux être une personne formidable, mais tu peux être quelqu'un qui est pas formidable du tout. Donc ça, c'est un trait de personnalité, puis c'est pas juste un problème culturel dans ces cas-là. Ok. Alicia, d'autres questions? Oui, moi je voulais, comme on parle donc de diversité culturelle, il y a forcément des avantages pour une entreprise. Est-ce que ça amène plus de productivité, plus de... Ah, c'est drôle que tu me poses cette question. Hier, justement, j'ai participé à un webinaire et j'avais fait des recherches justement pour, euh, pour dire quels étaient les avantages d'avoir des personnes issues de la diversité. Donc, innovation, beaucoup plus d'innovation quand on a des personnes immigrantes dans les équipes de travail parce qu'elles peuvent apporter parfois des compétences techniques qu'on ne va pas trouver au Québec parce que ces formations-là ne sont pas offertes au Québec. Donc, il y a des compétences Exact, techniques ouais. qui viennent d'autres pays. Et tout ça, c'est documenté. Hein, si vous avez besoin, j'ai les ressources parce que j'ai sorti les stats hier. Et si tu veux, Corinne, nous envoyer ou envoyer Alicia et on les repartagera aussi auprès des gens qui nous écoutent parce que je suis sûr que ça va intéresser plein Ouais. de participants ou participantes. Ouais. C'est aussi avoir des équipes diversifiées. Non seulement c'est de l'innovation, c'est aussi la possibilité d'échanger avec des avis différents. Donc, c'est bien aussi d'avoir un peu d'hétérogénéité autour de la table. Se faire challenger de temps en temps, c'est pas plus mal. Mais pour la productivité et pour les gains financiers aussi, il y a des statistiques qui disent que, j'ai plus les chiffres en tête là, mais en ayant des personnes diversifiées dans nos équipes de travail et notamment des personnes immigrantes, eh bien, on va augmenter nos marges de profit. Donc, c'est pas rien, là. Donc, si vous le faites pas comme entreprise pour, parce que c'est bien d'embaucher des personnes qui sont compétentes, ben, vous pouvez le faire au moins pour augmenter votre productivité. Mais il y a aussi, si on veut développer, c'est toujours une valeur ajoutée d'avoir des personnes immigrantes quand on veut se diversifier à l'international. Parce que si on veut, par exemple, entreprise québécoise développer un marché au Brésil, si on a des Brésiliens qui sont dans nos équipes de travail, ce sont des personnes qui parlent la langue. Donc, c'est super important, ça, de pouvoir échanger dans la langue, parce que l'anglais, c'est pas la langue forcément qui est parlée par tout le monde. Mais si on a des natifs qui parlent la même langue, c'est super. Et puis, ils connaissent les cultures de travail dans ces pays, dans leur pays d'origine. Donc, puis ils peuvent avoir un réseau aussi dans leur pays d'origine, un réseau important qui peut être intéressant pour l'organisation qui les embauche. Donc, c'est plein d'avantages d'embaucher des personnes immigrantes. Et d'ailleurs, je prends un exemple concret, mais souvent aujourd'hui, les entreprises qu'on accompagne, nous, depuis des années, admettons, tu parlais tout à l'heure de Tunisiens, de Français ou de Malgaches, ben, quand elles recrutent une autre personne de cette même culture, ben, souvent elles font venir aussi
l'employé ou la personne qui travaille déjà dans l'organisation, qui fait partie du processus de recrutement, qui lui aussi va partager son sentiment, son ressenti. Ils vont être capables de s'expliquer des fois un peu mieux le travail avec soit leur langue directement ou les mots, comme tu disais, les bons mots utilisés. Et la plupart des chefs d'entreprise me disent, ça a été compliqué la première intégration, mais ceux qui ont suivi, ça a été beaucoup plus facile parce qu'on a inclus dans le processus de sélection et de formation les anciens qu'on avait recrutés et c'était beaucoup plus facile. Oui, et puis là, tu vois, on est carrément on n'est plus dans l'intégration, mais on est dans l'inclusion. Tu sais, on parle beaucoup d'inclusion, mais donner la voix aux gens qui sont déjà là, tu sais, donner la possibilité aux personnes immigrantes qui sont déjà dans l'organisation de montrer aussi leurs compétences et puis d'amener quelque chose en plus dans le recrutement, là, on est dans l'inclusion. Je vois que le temps passe vite, ça fait déjà 30 minutes qu'on se parle. Je pense qu'Alicia, tu vas nous parler des questions qui sont arrivées au niveau des gens. Moi, j'ai encore deux choses que je voudrais te poser, Corinne, avant qu'on arrive sur les questions des participants et des participantes. Ça serait quoi les 5 recommandations que tu donnerais aux entreprises? Valider le projet professionnel et personnel du candidat qui est recruté. Pour moi, c'est majeur de s'assurer que le candidat, il sait où il s'en va et puis qu'on a validé ça. Collaborer avec des organismes terrain, les organismes en employabilité. Il y a de l'aide qui est apportée par ces organismes-là pour l'accueil, l'installation des personnes immigrantes qui sont financées par le ministère de l'Immigration depuis 2 ans. Jusqu'à présent, c'était réservé aux résidents permanents, mais depuis 2-3 ans, en région et à Montréal et à Québec, là, les organismes sont financés pour accompagner les personnes immigrantes temporaires. Ah, donc, je ne savais pas. Ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle, chose que je ne savais pas. OK. Oui, depuis 2019, le ministère de l'Immigration finance et a développé, tu sais, le ministère a rouvert des instances régionales. Et donc, il y a des personnes qui sont là aussi pour aider les entreprises, mais le ministère finance des organismes communautaires ou des organismes peut-être plus économiques pour donner les séances première démarche d'installation qui étaient données aux résidents permanents avant. Mais maintenant, c'est donné aussi aux travailleurs temporaires ou aux conjoints de travailleurs temporaires. Et la session objectif intégration est donnée aussi aux temporaires. Donc, l'entreprise peut prendre de l'information à ce niveau-là et envoyer les personnes immigrantes, les travailleurs étrangers temporaires ou leurs conjoints. Dans ces organismes-là, ce sont les personnes immigrantes qui bénéficient de ces services. Les entreprises, elles peuvent avoir des services des organismes, mais là, c'est des services payants. Mais pour les immigrants, c'est gratuit. Donc, accueil, installation, employabilité aussi pour les conjoints. OK. Et ça, une entreprise qui nous écoute, là, où est-ce qu'elle trouve ces informations-là dans sa région? Sur le site du ministère de l'Immigration, on peut taper, je pense, MIFI partenaires. Puis on va arriver sur la page des partenaires. Et puis là, il suffit de cliquer sur la région. Puis là, on va avoir la liste des partenaires. Puis il y a aussi les partenaires en francisation. Donc, il y a la liste des cégeps ou en tout cas des centres de services là, qui donnent de la francisation en entreprise. OK, parfait. Ça, on rajoutera ce lien. Oui, collaborer avec les organismes, préparer, en attendant que les travailleurs étrangers temporaires arrivent, préparer leur arrivée avec les équipes de travail. Donc, préparer des outils, préparer des communications, profiter de ces délais-là pour créer les dynamiques d'accueil et d'intégration là, puis des deux côtés. Donc, tu sais, puis quatrième, peut-être regarder ces processus d'accueil et d'intégration pour, tu sais, c'est le moment de faire un diagnostic, là, de voir si nos processus d'accueil et d'intégration ont fait leur preuve ou pas. Et pour ça, cinquième, peut-être, conseil, faire un rapport d'étonnement. Savez-vous ce que c'est qu'un rapport d'étonnement? Ah oui. J'adore cet outil. Je pense que tu as appris ça il y a quelques années avec quelqu'un. Je ne sais pas trop, là, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a un jour formé là-dessus. Je ne sais pas, hein, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant, le rapport d'étonnement, parce que pour les gens qui ne connaissent pas ça, puis ça se fait avec des personnes immigrantes, mais avec tous les nouveaux employés, c'est à l'arrivée quand on arrive dans un nouvel emploi, on a des attentes. Hein. On se dit,
je vais être accueilli comme ça, je vais être accueilli comme ça, ou dans l'organisation, j'ai l'impression que. Puis finalement, on peut avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. Et le rapport d'étonnement, c'est de demander à ce nouvel employé ou à cette nouvelle employée, qu'est-ce qui t'a étonné quand tu es arrivé? Positivement, négativement, et surtout aller chercher son feedback en lui disant, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse? De quoi avais-tu besoin quand tu es arrivé puis qu'on n'a pas fait ou qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Ça, je pense que c'est majeur pour une organisation de mettre en place ce type d'activité-là parce que c'est toujours avec les gens qui sont concernés qu'on va avoir la meilleure information. Donc, les personnes immigrantes, elles peuvent dire ce qu'elles attendaient et ce qu'elles n'ont pas eu. Ouais, puis j'ai envie juste de dire que les entreprises qui mettent en place un rapport d'étonnement, soyez aussi prêts à recevoir l'information, parce que si vous n'êtes pas prêt, mettez pas en place, parce que votre ego, souvent, il est touché. Hein. Donc, je le dis, si vous le mettez, il faut que vous soyez prêt, il faut que votre ego soit prêt, il faut que vous soyez prêt à recevoir, je dirais, il y en a qui vont prendre ça comme des critiques, mais des commentaires constructifs d'amélioration de votre organisation par des gens qui n'ont encore pas fait grand-chose dans votre organisation. Donc ça, des fois, c'est des voies un peu plus difficiles. Alicia, je te laisse la parole parce que je pense qu'il y a plein de questions qui sont rentrées. Oui, j'invite à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à nous mettre leurs questions en commentaire. Donc là, j'ai une bonne question de Caroline, qui est conseillère en gestion des ressources humaines. Donc, elle constate qu'en entreprise, voilà, il y a un peu les habitudes, c'est-à-dire qu'on reste entre soi, on va dire. Donc, par exemple, avoir des petits groupes de Québécois, les petits groupes de travailleurs étrangers. Donc, elle aimerait savoir peut-être des petites astuces, comment faire que ces employés se mélangent plus ensemble, comment créer un effet de communauté. Oui, deux choses. Il va y avoir effectivement la possibilité que certains travailleurs étrangers temporaires ou personnes immigrantes se regroupent entre elles, parfois le midi, parce que c'est aussi confortable de se retrouver avec des gens qui parlent la même langue. Si vous avez eu l'occasion de travailler à l'extérieur ou de voyager un petit peu dans un pays où on ne parle pas votre langue, ça peut être reposant parfois de se mettre avec des gens qui parlent la même langue que soi parce que c'est un effort de tous les jours, c'est un effort de toutes les heures d'utiliser une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Donc, je fais juste une petite parenthèse pour dire que si les personnes immigrantes dans vos organisations se regroupent de temps en temps, notamment le midi, pour parler entre elles et puis la même langue qu'elles parlent dans leur pays d'origine, c'est pas pour dire du mal de leurs collègues québécois, mais c'est pour faire une pause. Et puis moi, je vous le dis pour l'avoir déjà vécu, là, parce que moi, j'ai déjà travaillé à l'étranger, ça fait pas de mal de parler en français quand on est entouré et qu'on est obligé d'utiliser une langue qui n'est pas la nôtre au quotidien. Oui, puis Corinne, j'ai envie de dire, il faut juste des fois penser aussi parce que j'imagine que Caroline, elle a peut-être déjà voyagé dans d'autres pays, je sais pas, dans le sud, elle part dans le sud, puis d'un seul coup, on rencontre des Québécois, et alors qu'on est loin de chez nous, peut-être que ces gens-là, si on les rencontrait au Québec, on leur parlerait pas, mais là, comme on est loin, on est en dehors de notre environnement, on est amené à leur parler, on est amené peut-être à manger avec eux, et ça, c'est normal, hein, je pense que c'est comme tu dis, moi aussi, ça fait 2 fois que j'immigre. Quand les gens se retrouvent d'une même région, d'un même pays, on se parle, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais pour créer des dynamiques au travail et éviter qu'il y ait des petits groupes là par origine nationale, c'est sûr qu'on peut faire des activités, des pauses avec des thèmes, et puis les gens vont parler de leur pays d'origine, ou le midi, c'est pareil, on peut organiser des activités comme ça, où on va obliger, entre guillemets, les personnes du Québec et les personnes immigrantes à parler de sujets qui les concernent chacune. Là. Puis, en apprenant à se connaître, on va pouvoir créer aussi des affinités entre collègues et éviter qu'on ait des regroupements comme ça. Je pense que c'est par les activités qu'on peut le mieux apprendre à se connaître comme collègues. Mais c'est pas évident à distance, hein, en ce moment. Mais regarde, la preuve, ça se passe bien, Corinne. Toi, tu es bien en France actuellement, donc ça se passe bien. Ça se passe super bien. J'ai une réadaptation culturelle à faire actuellement. Parfait. Alicia, est-ce qu'il y avait d'autres questions?
Je vais afficher une autre question, donc plus large sur le thème du recrutement international. Est-ce que l'employeur doit prendre en charge de trouver l'hébergement des employés ou s'arrête le rôle de l'employeur? Ben, je vais répondre à cette question. Alors, il n'y a pas d'obligation selon certaines catégories d'emploi. Donc ça, déjà, il faut savoir dans quelle catégorie. Il y a des catégories d'emploi. Je vais prendre par exemple tous les emplois qui sont plutôt des emplois saisonniers, hein, dans le domaine de l'agriculture et autres. Ben, oui, il y a une obligation de l'employeur de trouver des logements. Et puis, bon, il y a plein d'autres choses qui se rajoutent, les billets d'avion. Mais si on recrute des gens avec des visas temporaires, mais de façon, on va dire, plus permanente pour qu'ils puissent s'intégrer là, au Québec sur du long terme, il n'y a pas d'obligation de trouver le logement. Par contre, si on veut que ces gens qu'on fait venir de loin, qui connaissent pas, bah, des fois, c'est de les aider, de les mettre en contact, de leur donner des liens. Parce que c'est sûr, quand on vit au Québec, c'est facile de se dire, bah, il y a le site Lepac, il y a Kijiji et tout ça. Mais c'est parce que quand on est loin, on ne sait pas que ça existe et on cherche, puis on ne trouve pas. Puis, il y a aussi une réalité, hein, que je dis souvent aux chefs d'entreprise, parce que ça, c'est quelque chose qu'on me pose souvent comme question. Je fais, vous savez, aussi, des fois, être la personne qui va référer son futur employé, parce que il y a des organismes, hein, qui louent des logements. Ben, quand vous leur écrivez de France, de Tunisie, de Madagascar, ils ne veulent pas vous louer à vous parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne peuvent pas faire d'études de crédit, donc vous n'êtes pas crédible. Donc des fois, se faire aider par son employeur en disant mais oui, cette personne vient bien travailler chez nous à partir de telle date, elle va être employée, elle va toucher des revenus chez nous. Ça aide grandement les immigrants. Puis en même temps, c'est quand même sympa d'aider quelqu'un qui, parce que je le répète, hein, celui qui prend le plus de risques, c'est toujours l'employé. Donc votre futur employé, là, c'est celui qui prend le plus de risques à venir dans un pays. Il quitte un pays pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas, dans une entreprise qu'il ne connaît pas, dans un environnement professionnel qu'il connaît moins. Je pense qu'un minimum d'aide est bienvenu pour l'intégration et la fidélisation sur le long terme. Oui, puis comme tu disais, Philippe, il faut quand même prendre en considération le logement, là, c'est un enjeu aujourd'hui au Québec, pas seulement pour trouver un logement pour les travailleurs étrangers temporaires, c'est un enjeu pour tout le monde. Et en région, c'est vraiment difficile de trouver des logements parfois, notamment pour les travailleurs étrangers temporaires. Donc, certains employeurs achètent soit des locaux, puis ils louent eux-mêmes à leurs travailleurs étrangers temporaires. C'est pas gratuit, là. Ils font de la location, donc ils rentrent dans leur argent. Mais ils achètent carrément des logements pour pouvoir s'assurer d'avoir des logements à louer à leurs travailleurs étrangers temporaires. Mais c'est un enjeu, le logement. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a des organismes dans les régions qui peuvent accompagner les personnes immigrantes à chercher un logement. Ne pas hésiter à référer aussi vos travailleurs à ces organismes-là. Et puis Corinne, bah, tout ce que tu pourras nous partager comme information, on les repartagera suite à ce live et de ta part, justement pour aider les entreprises qui veulent aider leurs futurs travailleurs à se trouver un logement. Mais tu as raison, c'est des fois aussi très compliqué. Et moi, j'ai le cas aussi de clients qui ont acheté 2 petites maisons depuis, on va dire, 5-6 ans. Et lorsque les gens arrivent, ils ont une sorte de colocation dans ces maisons-là. Souvent, ça dure la première année, le temps qu'ils se trouvent, puis après, ils se réinstallent mieux et tout ça. Mais la première année, ils ont accès à la maison de l'entreprise, on va dire ça comme ça. Il nous reste plus que quelques minutes, c'est passé super vite. Donc avant de vous donner la dernière question, j'ai vu en commentaire beaucoup de sujets concernant plus les procédures d'immigration. Donc je vous invite à noter notre prochain rendez-vous, donc la semaine prochaine, le 22 avril, avec Nathalie Noël, notre consultante en immigration. Donc on abordera ces sujets plus en profondeur. Et là, par contre, on va profiter de la présence de Corinne, je pense, pour une dernière question. Pour le métier de sage-femme, est-ce possible de faire une immigration au Canada pour trouver du travail? Parce que je sais que Le métier de sage-femme est une profession réglementée. Donc, il faut voir avec l'Ordre des sages-femmes quelle est la procédure pour faire reconnaître ses diplômes et son expérience professionnelle avant de pouvoir exercer comme sage-femme. Moi, j'ai une dernière. Je sais qu'on est pris, on est un peu court, mais j'ai une question. Je sais que Corinne, tu fais ta thèse sur la reconnaissance des ordres professionnels infirmières médecins.
donne-nous quelques conseils, ou enfin pas à nous, mais surtout aux infirmières qui nous écoutent, aux médecins. On veut venir travailler au Québec, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir venir et exercer son métier? Ça dépend d'où on vient. Et ça dépend sur quel statut d'immigration on vient. Mais pour les infirmières, il faut aller sur le site de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Et depuis l'année dernière, l'Ordre a mis en place une auto-évaluation et ça permet à la personne qui veut immigrer au Québec de voir si elle a un profil qui correspond au métier d'infirmière au Québec ou au métier d'infirmière auxiliaire. Et en fonction de ça, on peut faire sa demande auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou de l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Si on vient de France, on peut bénéficier de ce qu'on appelle les arrangements de reconnaissance mutuelle. C'est un accord qui a été signé sous le Québec-France, l'accord international Québec-France. Et il y a une entente qui a été signée entre les deux ordres professionnels, français et québécois, et le ministère de la Santé français. Les Françaises qui bénéficient de l'ARM ou les Français qui bénéficient de l'ARM peuvent venir au Québec travailler, travailleurs temporaires ou résidents permanents, et ils ont un stage de 75 jours à faire dans un établissement de santé. Une fois que ce stage est réussi, peuvent exercer et obtenir leur permis d'exercice. Les autres, en fonction de la reconnaissance qui va être réalisée par l'ordre professionnel, vont avoir soit un stage de 40 jours en établissement à faire et passer l'examen de l'ordre, ou faire une AEC, une attestation d'études collégiales dans un des cégeps accrédités, passer l'examen et pouvoir exercer ensuite, avoir leur permis. Et pour les médecins, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a un ARM aussi, donc s'il y a des Français médecins qui veulent immigrer avec un permis de travail temporaire, ça se fait. Il y a une demande à faire là auprès du Collège des médecins. Et puis là encore, il y a un stage de 3 mois, puis on peut exercer assez rapidement. Quand tu parles de stages, c'est des stages non rémunérés, stages rémunérés? C'est des stages rémunérés, pour les infirmières. Je pense que c'est rémunéré aussi pour les médecins. Ok. Merci à vous deux pour cette entrevue. Et merci beaucoup, merci Alicia, merci Corinne pour ton temps. Et puis, tu nous as donné beaucoup d'informations. On va repartager tout ça en lien avec le live pour que les gens qui ont suivi tes commentaires et tes conseils puissent retrouver plus facilement. Et puis, bien hâte de vous retrouver très bientôt sur un autre sujet. On se reparle la semaine prochaine sur on va dire les modifications qui ont eu lieu dans les derniers jours au niveau de l'immigration au Québec. Ça a encore beaucoup changé. Donc, on va essayer de répondre à tout ça. Et la semaine suivante, on parlera de relocalisation. C'est comment on prépare, on aide nos nouveaux arrivants à bien s'installer. En tout cas, je vous souhaite une belle journée à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci Corinne. À très bientôt. Bye. À bientôt.